Annie Lacroix-Rice, bonjour. Bonjour. Alors, on n'en finirait pas d'égrener vos titres, hein, puisque vous êtes normalienne, agrégée d'histoire, professeur d'histoire contemporaine. Vous êtes avant tout une spécialiste des relations internationales, et vous publiez chez Armand Collin un ouvrage ayant pour titre Les origines du plan Marshall, mais qui pourrait aussi bien s'intituler Les origines de la vassalisation de l'Europe, ou encore comment l'Europe est devenue une colonie américaine. Voilà, très bien. Euh, c'est un livre radical dans le sens précis où il va à la racine de l'asservissement en fait des nations européennes par la puissance américaine. Euh, mais avant de revenir sur le contenu, j'aimerais que vous me disiez un mot de votre méthode de travail qui repose sur un impressionnant travail d'archives. Euh, Moi, j'ai appliqué les méthodes que mes bons maîtres m'ont enseignées, qui étaient communes à toute ma génération. C'est-à-dire qu'un historien avait un double devoir, d'une part de grande culture générale, c'est-à-dire qu'il avait la mission de se renseigner sur ce qui avait été écrit avant lui, sur le sujet qu'il avait choisi de traiter, à la fois évidemment pour se former et pour émettre un avis critique au sens général du terme, un avis critique favorable ou défavorable sur les travaux précédemment réalisés, et puis je dirais la base du métier d'historien au sens strict du terme, c'est-à-dire le travail sur archives originales, puisque entre ce que les archives originales non destinées à la publication révèlent et le récit qui nous en parvient par la presse, par les souvenirs, par les interviews, évidemment, il y a extrêmement peu de choses communes. mais la plupart des travaux contemporains sont plutôt des travaux de seconde main en fait. C'est-à-dire que est devenu très à la mode depuis plusieurs décennies, sous l'effet notamment de, je dirais, de la mouvance Sciences Po, qui a, au sens strict du terme, pris possession de l'histoire contemporaine. Et je dis au sens strict du terme, parce que une partie considérable aujourd'hui des thèses d'histoire contemporaine sont préparées avec des professeurs et dans le cadre de Sciences Po, ce qui était inconcevable à l'époque où moi-même j'ai commencé ma thèse d'État. Le, je dirais que l'artisan des thèses d'État, c'était l'université, que ça avait toujours été l'université, que même longtemps ça avait été la Sorbonne, puisque la Sorbonne était quasiment la maîtresse des thèses d'État, et que les méthodes instituées par Sciences Po, et qu'on voit notamment mises en œuvre par les colloques, auxquels on invite des ministres, des personnalités de grande envergure, pour leur demander ce qu'elles ont fait, sans contrôle. Ce sont des méthodes que je trouve absolument incompatibles avec les règles méthodologiques de l'historien. C'est une caractéristique, je dirais, de certains des pays les plus dépendants de l'Union européenne et des États-Unis. Et c'est d'autant plus dommageable d'ailleurs que il existe aux États-Unis et même dans certains pays d'Europe, une historiographie de très grande qualité et qui respecte encore très largement, parfaitement même, les règles qui m'ont été enseignées. C'est d'autant plus remarquable que c'est valable pour ce qu'on peut appeler l'histoire critique, qu'on a appelé aux États-Unis l'histoire révisionniste, c'est-à-dire l'histoire qui révisait les grands thèmes de la guerre froide, avec l'Union soviétique dangereuse, qui menaçait l'ensemble de l'Europe de ses griffes, et qui en avait déjà saisi une partie, et puis évidemment qui ne rêvait que de s'étendre sur l'autre. Tout ça, évidemment, concordait avec une nouvelle vision des choses, c'est-à-dire une vision très politique, euh, surtout pas économique.
il faut dire que j'ai eu la chance, avec les bons enseignements dont j'ai parlé tout à l'heure, d'être d'abord une spécialiste d'histoire économique et sociale. Et comme j'étais historienne de l'histoire économique et sociale qui a représenté une partie très très importante de l'historiographie française, et notamment d'ailleurs de l'historiographie de qualité du XXe siècle, j'ai été directement en contact avec ce qui m'a aidé beaucoup en matière de relations internationales, c'est-à-dire le primat de l'économie. Et c'est précisément ce primat de l'économie qui a fait disparaître ce que j'appellerais la méthodologie Sciences Po. Comment s'est produit cet Anschluss de l'histoire contemporaine par Sciences Po? Alors je dirais qu'elle est un des aspects de quelque chose que j'étudie en partie dans mon ouvrage et dont je souhaiterais d'ailleurs faire un livre au sens propre du terme. Ça s'est inscrit dans ce que une remarquable politiste qui malheureusement a arrêté très vite sa carrière d'historienne, une aristocrate britannique, en plus pleine d'humour, qui s'appelle Frances Saunders, a exposé dans un ouvrage paru en 1999, qui s'appelle, qui porte deux titres d'ailleurs, parce qu'il y a eu une édition la même année et en Angleterre et aux États-Unis. Celle des États-Unis avait presque enfin, elles étaient toutes les deux titres, je dirais, étaient presque étaient presque également explicites. Le titre américain, c'était The Cultural Cold War, la guerre froide culturelle, et le titre anglais, c'était Who Paid the Piper? Qui paie le flûtiste? Et ça a été traduit par miracle, c'est rare. Ça a été traduit en français en 2003 chez De Noël. L'ouvrage, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Je dois dire, je me suis mal renseignée parce que j'avais moi-même lu l'ouvrage tout de suite. J'en avais beaucoup parlé à mes étudiants parce que je l'avais trouvé évidemment passionnant. Et il se trouve que je ne me suis pas intéressée à sa traduction française, que je n'ai connu l'ouvrage dans sa traduction française que quand il a été épuisé. Mais je ne comprends même pas comment il a été épuisé parce que j'ai fait une recherche informatique peut-être insuffisante d'ailleurs ces derniers temps. J'ai essayé de voir quelles critiques il avait recueillies en France et je n'en ai pas trouvé du tout. C'est un ouvrage qui montre comment les États-Unis, sous divers prétextes, parce que le prétexte idéologique est toujours pratiqué, c'est évidemment plus porteur que le thème des ambitions économiques. Et donc, Frances Saunders s'était intéressée à ce qu'elle a appelé la guerre culturelle, c'est-à-dire finalement l'arrière-plan culturel, intellectuel, politico-idéologique qui est indispensable à n'importe quel pays qui souhaite prendre le contrôle d'un autre ou d'autres pays. Vous ne pouvez pas assurer votre assise économique si, et c'est vraiment une caractéristique très forte des États-Unis, si vous ne vous appuyez pas sur les élites fabricantes de l'idéologie dans leur propre pays, et ces élites, c'est quoi? Ce sont les gens considérés comme les grands intellectuels, c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est-à-dire que les États-Unis se sont intéressés très tôt, bien avant ce que Saunders appelle la guerre culturelle. Elle la situe en 1949, 50 et années suivantes. C'est ce qui est propre, je dirais, à une puissance colonisatrice. Vous prenez possession de toute une série des secteurs économiques et vous avez besoin de disposer d'un appui que les États-Unis recherchent, c'est classique, essentiellement parmi les élites. Finalement, évidemment, le peuple les intéresse au sens où il faut que le peuple soit convaincu, mais ce qui les intéresse directement, et ce avec quoi ils ont contact direct, je dirais, dès leur arrivée quelque part,
c'est ce qu'on appelle les élites. Évidemment, les élites de l'économie, les élites intellectuelles, enfin, tout ce qui compte, tout ce qui est important, je dirais, dans la gestion de la masse de la population et qui doit obtenir l'effort de formation, de conviction, enfin bref, assurer, je dirais, la propagande à tous les niveaux possibles, puisque la propagande, qu'elle soit conforme aux faits ou qu'elle ne le soit pas, évidemment, il n'y a pas un domaine qui lui échappe. Et cette guerre culturelle, elle la situait à partir de 49-50, quand se met en place le Congress for Cultural Freedom, le Congrès pour la liberté de la culture, qu'elle a décortiqué. Et comme c'est une dame britannique qui avait beaucoup d'entre-gens, je crois qu'elle appartient à une famille aristocratique britannique, on lui a ouvert non seulement beaucoup de fonds, mais je dirais beaucoup de contacts avec les employés de haut rang CIA qui avaient pris leur retraite, et elle a eu contact très approfondi avec toute une série de responsables, tous CIA, de ces institutions, des institutions culturelles, et ça donne un livre détonnant, d'abord qui est très drôle, parce que évidemment quand ils sont à la retraite, ils sont comme des militaires, ils disent ce qu'ils n'ont pas dit quand ils n'y étaient pas. Et voilà, elle montre ce que d'autres ont montré avant elle. Je pense en particulier à un ouvrage que je cite d'ailleurs dans mon livre, d'un universitaire américain qui s'appelle Winks, et qui a fait un livre qui s'appelle Cloak and Gown, qui est à peu près intraduisible en français, c'est-à-dire je dirais l'avance masquée, hein. C'est celui qui se met sous un masque et et sous une vaste tenue qui dissimule ses formes, c'est-à-dire comment s'est organisée la guerre culturelle qui n'avait pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, qui avait commencé après la Première Guerre mondiale en ce qui concerne l'Europe. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, Winks montrait quelque chose d'absolument essentiel et que j'évoque là un petit peu dans l'ouvrage, bien que je parle beaucoup plus de l'ouvrage de la Britannique Saunders, c'est-à-dire comment, dès qu'est constitué en 1941 l'Office of Strategic Services, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA, le service de renseignement utile à l'État américain pour conduire la guerre et préparer la paix. Donc, dès la constitution de l'OSS, il montre comment l'université est mobilisée, je dirais la crème de l'université. Les universités de l'Ivy League, de la Ligue du Lierre, parmi lesquelles, bien sûr, Princeton, Harvard, Yale, etc. Et comment une série de sociologues, d'historiens, de spécialistes de sciences humaines sont mobilisés partout dans le monde pour répandre ce que les Américains ont appelé les area studies, les études de zone, chaque zone devant être conquise et contrôlée, devant faire l'objet, évidemment, d'une préparation intellectuelle et culturelle, avec, à l'appui, des gens de la plus grande qualité, mais des gens de la plus grande qualité qui étaient bien sûr alignés sur les prescriptions de leur propre État. Et c'est ainsi, a montré Winks, que s'est affirmée la personnalité d'un très grand historien qui s'appelle William Langer et qui a fait un ouvrage qui a été, je crois, assez connu, en tout cas dans les milieux spécialisés français, qui s'appelait Vichy Gamble, le jeu que nous avons joué à Vichy, et qui était un ouvrage commandé à cet historien de Harvard,
pour démontrer pourquoi Roosevelt et tout l'appareil d'État avaient fort bien fait de soutenir Vichy et de combattre De Gaulle. Alors c'est un bouquin passionnant, j'allais dire fascinant, parce que il met l'accent sur une des qualités de la recherche anglo-saxonne, à la fois un très grand conformisme et une reconnaissance des faits, ce qui n'est pas le cas des cultures dépendantes, ou d'une partie des cultures dépendantes, dont celle de la France. C'est-à-dire, voilà, ce que nous faisons est bien, c'est l'idéal, on ne peut pas faire mieux, ce qui n'a aucun intérêt, mais en revanche, nous avons le devoir de connaître les faits, et c'est ainsi qu'on découvre dans le livre à quel point les élites avec lesquelles les Américains ont noué contact ont été les élites de Vichy, les plus collaborationnistes, mais évidemment qu'il était indispensable, j'allais dire, de courtiser ou de continuer à courtiser, puisque c'était les élites décisionnaires en France comme c'est le cas ailleurs, et par conséquent, vous avez des jugements de Langer dans l'ouvrage qui sont effrayants, et que j'ai d'ailleurs évidemment beaucoup utilisé sur l'appareil financier et intellectuel, ou l'appareil financier français, pour montrer comment Langer et les siens considéraient les élites françaises, c'est-à-dire des élites qui s'étaient appuyées essentiellement sur le Reich, à l'époque où le Reich était considéré comme le meilleur instrument pour contrôler les populations, et le Reich étant, à partir de 1941, je dis bien 1941 et pas seulement 1943, le Reich étant depuis la liquidation du Blitzkrieg, c'est-à-dire l'été 41, quand ça se gâte finalement pour l'Allemagne, les élites comprenant très bien, je dis comprenant très bien dès ce moment-là, et je cite souvent, y compris dans ce livre, un jugement catégorique et significatif, c'est-à-dire nous avons joué les Allemands, c'est le jugement d'un chef militaire français, le général Doyen, nous avons choisi la carte allemande, nous avons fait une bêtise, enfin elle n'est plus opératoire, et par conséquent il nous faut rallier dans les meilleurs délais le vainqueur américain futur, qui a été déjà le principal vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais qui sera le vainqueur toute catégorie de la guerre en cours, il appelle ça la Grande Guerre, de la guerre en cours, et dit-il, il faut compter que pendant plusieurs décades, nous serons obligés d'en passer par toutes les décisions, tous les diktats des Américains. C'est un texte du 16 juillet 1941. Et donc, contrôle d'un côté, contrôle des âmes de l'autre, et vous ne pouvez pas contrôler les âmes d'une population si vous ne contrôlez pas ceux qui fabriquent l'âme de la population, c'est-à-dire les dirigeants vernaculaires de chaque État. Un très bon politologue néerlandais que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, je dirais comme tous ses collègues anglo-saxons, n'est pas traduit, parce que chez nous, il y a un mur anti-traduction, a fait un ouvrage sur la classe dirigeante atlantique, enfin en anglais puisqu'il n'a pas été traduit. Et il fait cette analyse, il remonte au début de la période impérialiste, c'est-à-dire de la période qui au fond a vu le déploiement des États-Unis depuis la fin du 19e siècle, et il explique que l'objectif des États-Unis,
C'est évidemment un objectif de conquête économique globale, puisque les États-Unis le revendiquent. Alors, vous datez ce plan de conquête mondiale à l'année 1890. Est-ce que vous pouvez... Des années 1890. C'est-à-dire que les États-Unis émergent à la toute-puissance en 1890 quand ils deviennent le premier producteur du monde, le premier producteur industriel du monde. Et je rappelle que, je note que c'est dans une période de crise générale, puisque la première crise capitaliste globale, c'est la crise de 1873 qui démarre aux États-Unis, qui s'étend sur l'ensemble du monde capitaliste, et que les États-Unis voient leur émergence s'affirmer dans cette période de crise, à laquelle ils n'échappent pas. Exactement d'ailleurs comme l'Allemagne, qui voit se déployer son potentiel industriel dans le troisième quart du XIXe siècle. C'est-à-dire à une époque caractérisée par ce qu'on appelle la phase impérialiste, c'est-à-dire la phase où le capitalisme décidément craque dans ses frontières, dans les frontières intérieures de chaque pays représenté, a des surplus énormes, des surplus agricoles et des surplus industriels, et on est en phase de crise. Je rappelle que la première crise du capitalisme, elle dure de 1873 à 1914, c'est la Première Guerre mondiale qui amorce la solution de cette crise. Hein. Et donc, on se trouve avec un pays en développement, mais en phase de crise, caractérisé par une surproduction systémique, permanente. Grosso modo, par exemple, la surproduction agricole américaine n'a jamais cessé depuis les années 90, sauf dans les deux guerres mondiales et les années consécutives. Donc, les États-Unis connaissent une situation de surproduction agricole endémique. Ils connaissent une situation de surproduction industrielle intérieure endémique. Comment la régler? Évidemment en exportant massivement des capitaux et en faisant en sorte que les marchandises excédentaires soient vendues à l'étranger. C'est la clé des choses. Au moment même où le Royaume-Uni se renferme un peu sur lui-même. Ben, c'est-à-dire qu'il ne se renferme pas encore et que d'ailleurs il y a des contradictions au Royaume-Uni qu'a très bien souligné un de mes collègues français qui a fait l'objet d'une espèce de mutisme systématique depuis quelques décennies, qui s'appelle Richard Farnetti et qui a montré dans plusieurs synthèses à quel point en Grande-Bretagne, à la fois l'affaiblissement avait profité aux États-Unis et avait été provoqué en partie par les États-Unis et parce que cette Grande-Bretagne était soumise, je dirais, à deux influences contradictoires, celle de la finance, celle du secteur bancaire, du secteur financier, évidemment, je dirais, qui passe son temps au-delà des frontières et qui peut très bien se porter quand l'industrie du pays s'effondre. C'est le cas d'ailleurs depuis les années 1890. Et l'industrie, qui est une victime permanente, je dirais, depuis les années 1870 de la concurrence internationale, de celle de l'Allemagne, de celle des États-Unis, de celle de tous les pays en émergence, de sorte qu'il y a eu une contradiction très forte en Angleterre et qui a duré très longtemps et qui dure encore et qui est globalement toujours réglée au bénéfice de la finance qui privilégie ses relations extérieures, notamment avec les États-Unis, alors même que le pays s'effondre. Et il est tout à fait significatif d'ailleurs, mon collègue a fait une petite synthèse dans les années, en 94 je crois, sur la situation du Royaume-Uni et a montré déjà
dans les années 90, une situation de colonisation et d'affaiblissement effrayante. Je dois dire d'ailleurs que ça s'est fait en même temps que l'ouvrage d'un haut fonctionnaire français dont à peu près plus personne ne connaît le nom, qui a quand même, si je ne m'abuse, été promu directeur des antennes de télévision, qui s'appelait Jacques Thibault, et qui a fait à peu près au même moment, enfin non, avant même, qui a fait un ouvrage paru en 1979, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir lu ou relu. Je l'avais peut-être lu, mais je l'avais un peu oublié. Je l'ai relu après avoir bouclé mon ouvrage. Ça s'appelle La France colonisée. Et ça donne de la France un spectacle pitoyable il y a 40 ans. Et ça commence de manière assez superficielle, c'est normal, il n'avait pas les éléments. Et c'est un ouvrage frappé par la conquête des élites intellectuelles, entre autres, hein, et qui montre comment s'est installé en France, on est, je le répète, à la fin des années 70, une espèce d'adhésion généralisée des élites intellectuelles à tout ce qui vient des États-Unis. Eh bien, c'est ça qui a conquis l'université, je dirais, entre les années 60 et aujourd'hui, avec un projet longuement mûri, que j'ai évoqué pour la Deuxième Guerre mondiale, mais que je pourrais évoquer pour la période antérieure, car en fait, à l'époque de la puissance et de la revendication d'hégémonie, de ce qu'on a appelé la porte ouverte, c'est-à-dire finalement depuis le début du XXe siècle, les États-Unis avaient absolument revendiqué le contrôle intellectuel et ils ont commencé dans l'entre-deux-guerres via deux fondations, la fondation Carnegie et la fondation Rockefeller, à prendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs intellectuels, je dis bien dans l'entre-deux-guerres, y compris en France, y compris via le financement de la recherche à l'Institut, à l'École libre des sciences politiques, prédécesseur direct de l'Institut d'études politiques, et ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas, parce que ça n'est pas suffisamment diffusé, que j'ai un peu évoqué là, mais qui mérite un ouvrage particulier, c'est que cette influence s'est exercée par cette école, avec un financement de la recherche, et que c'est le maître des relations internationales français, Pierre Renouvin, qui a été en France la cible de ces efforts. Et c'est d'ailleurs lui qui a protégé, qui a promu un élève qui n'était pas le sien, mais qui a eu son entier soutien, d'autant plus que ils étaient tous les deux des catholiques fervents, l'un connu, le jeune, c'est-à-dire Jean-Baptiste Durosel, l'autre clandestin, celui qui avait commencé sa carrière à la Sorbonne en 1920, à la Sorbonne, à l'université, dans l'entre-deux-guerres, je dirais que le cléricalisme n'était pas encore de mise. Et par conséquent, Renouvin, qui avait été déjà financé, s'est battu pour que Durosel non seulement enseigne à Sciences Po, mais soit élu à la Sorbonne. Et on peut dater, en tout cas en histoire contemporaine, le triomphe américain, le triomphe anglo-saxon de la victoire électorale, si je puis dire, de Durosel en 1964, qui n'est plus seulement enseignant à Sciences Po et dans des universités de moindre prestige que la Sorbonne, mais qui devient professeur à la Sorbonne et qui, à partir de 1964, avec le rôle que peut jouer
un maître de la Sorbonne et un maître des éditions de la Sorbonne, et qui, à partir de 1964, je dirais, est un élément majeur pour faire triompher les méthodes qui ont été mises en place à l'École libre des sciences politiques, puis directement implantées dans le successeur direct, c'est-à-dire l'Institut d'études politiques. Et c'est comme ça, ce qui est complètement ignoré du public, que se met en place un des aspects de la guerre culturelle. De cette guerre culturelle, il en est beaucoup question d'ailleurs dans mon ouvrage, de cette guerre culturelle qui passe aussi, on le sait, par la conquête du cinéma. Ce qui m'a servi dans l'introduction de guide pour montrer ce qu'est le mythe de l'aide américaine. C'est une émission culturelle, une émission historique. Vous savez que en France, comme ailleurs d'ailleurs, nous avons une diffusion de ce que j'appellerais la propagande historique depuis quelques décennies, tout à fait impressionnante. Hein. C'est-à-dire que des émissions historiques, vous demandez à n'importe quelle personne qui regarde régulièrement la télé, elle est frappée par vraiment la profusion de connaissances historiques qu'on nous dispense. Et donc, nous en avons beaucoup désormais des émissions historiques, et nous avons eu droit, je crois que c'était en 2021 ou 2022, mais le film, le documentaire et le débat sont régulièrement reprojetés par la chaîne parlementaire, LCP. Et alors, c'était un documentaire qui avait, je dirais, un titre tout à fait iconoclaste, vu l'image générale qu'on nous donne de cet extraordinaire plan Marshall, de cette bénédiction, de cette aubaine. Un titre tout à fait iconoclaste, puisque ça s'appelait le plan Marshall, une bonne affaire pour les États-Unis, point d'interrogation. Et même, si je me rappelle bien, il y avait un autre sous-titre, un jackpot pour les États-Unis. Quelle familiarité de langage. Bon. Et alors, ça a été très, très drôle parce que, évidemment, le film était très largement conforme à ce qui nous est servi depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire le plan Marshall établi pour, évidemment, empêcher l'Europe de tomber dans les griffes abominables de Staline, qui contrôle déjà et écrase l'Europe orientale. Enfin bon, on a droit à ça. Hein, voilà, les étapes, ce que j'appellerais les fausses étapes de la guerre froide, c'est-à-dire les grèves de 47 ans de France, le coup de Prague, le fameux coup de Prague, qui est un coup de Prague inversé, puisque ça ne correspond pas du tout à ce qu'on nous raconte. C'est une tentative de la droite pour contrôler le gouvernement et pas une tentative communiste. Enfin bon, on a droit à tout ça. Hein, il y a vraiment un risque. Bon. Mais on a droit surtout à quelque chose de très nouveau sur nos antennes, c'est-à-dire un plan Marshall qui est concocté pour répandre à travers l'Europe ou la partie européenne que contrôlent alors les États-Unis, que contrôlent alors totalement les États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe occidentale. Donc, il est question là que les États-Unis aient dans cette affaire réalisé une bonne affaire, que c'était utile aux États-Unis qui avaient des surplus, grand Dieu, des surplus agricoles, des surplus de marchandises industrielles. On insiste moins là-dessus, mais ça apparaît peut-être, j'ai plus le souvenir très exact. Des investissements de capitaux, bah oui, bien sûr, pour nous aider à nous reconstruire, puisque les États-Unis disposent d'une avance industrielle énorme et que nous en avons tous besoin, mais il reste l'histoire du jackpot, c'est-à-dire un plan Marshall, somme toute, élaboré pour se débarrasser des surplus américains.
au sens non pas strict du terme, celui que j'évoque assez longuement dans l'ouvrage, mais des surplus globaux. Trop de récoltes, trop de coton, trop de blé, trop de tout, et évidemment trop de marchandises industrielles, alors que la guerre générale se clôt et que les marchés se ferment. Eh bien, nous sommes à un tel degré de dépendance intellectuelle que l'organisateur et le conseiller historique de l'affaire, qui m'avait semblé cette fois faire preuve d'une audace tout à fait nouvelle et de bonne aloi, Monsieur Olivier Vieillurca, s'est fait littéralement prendre à partie par un de mes collègues que je connais fort bien, parce que je dirais que il a fait sa thèse un peu après la mienne, qui s'appelle Gérard Bossuat, avec le soutien d'un député centriste connu depuis des décennies, Monsieur Bourlange, je dirais comme député atlantiste à toute épreuve. Tous deux lui sont tombés dessus et lui ont reproché, en termes très vifs, de tromper les téléspectateurs, puisque la question ne se posait pas, il y avait identité d'intérêt entre les États-Unis et nous-mêmes, et la question de la divergence d'intérêts ne se posait tout simplement pas. De sorte que, harassé par l'assaut, et alors même que se trouvait, j'allais dire, entre ces messieurs assis, un maître de conférence manifestement informé, mais qui n'a pas jugé bon de dire tout ce qu'il savait, parce que je pense que c'eût été fatal à sa carrière. Donc le maître de conférence s'est vite retiré du débat, et le débat s'est terminé avec Monsieur Vieillurca reconnaissant, frappé par les arguments de ses interlocuteurs, que oui, la France avait choisi la voie américaine par appétence pour l'American Way of Life. Eh bien, vous avez une vision, évidemment, qui peut sembler caricaturale à quelqu'un qui a vu des archives, bien sûr, mais vous avez une vision tout à fait exacte de ce qu'est la guerre culturelle réussie, remportée. Comment est-ce que les États-Unis parviennent à une situation de monopole sur une Europe, alors dit-on à reconstruire? Il faut se mettre d'accord. C'est vrai que l'Europe occidentale, ou une partie de l'Europe occidentale, a été très affectée par l'occupation allemande, mais quand même, je le rappelle pour nos auditeurs ou spectateurs, il est clair que il n'y a pas de commune mesure entre l'affaiblissement de l'Europe occidentale et les ravages de l'Europe orientale. C'est-à-dire que, oui, les populations ont beaucoup souffert, oui, l'Allemagne a énormément pillé, avec l'aval d'ailleurs des classes dirigeantes qui, elles, n'y ont rien perdu, mais même si il y a beaucoup de destruction, d'abord il y a des destructions, l'Allemagne, la France a été vidée par l'Allemagne, hein, bien que ces classes dirigeantes s'en soient fort bien sorties, comme je l'ai montré notamment dans l'ouvrage Industriels et banquiers sous occupation. Mais outre que il y a eu beaucoup de pillages, ce sont quand même des pays moins détruits, et ce sont des pays dont en fait la reconstruction stricto sensu est faite avant même le plan Marshall, et pas sur la base des prêts américains, mais comme je l'ai montré, notamment avec l'exemple du charbon, sur la base de l'effort vernaculaire, de l'effort intérieur. La France récupère sa production de charbon en 47.
Donc, il faut bien comprendre que la thèse de l'Europe détruite, c'est évidemment une thèse qu'on peut soutenir concernant l'Europe orientale. C'est une thèse qui ne peut pas être soutenue concernant l'Europe occidentale, sachant, et il faut le dire, je ne dis pas ça par choix idéologique, que une partie, en ce qui concerne les destructions proprement dites, je dis bien les destructions, celles de la France par exemple, sont des destructions largement américaines. C'est-à-dire par exemple la destruction des ports, les bombardements américains qui ont été d'effet nul sur l'appareil de guerre allemand. Je l'ai montré dans un ouvrage sur les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance avec les États-Unis. Les bombardements américains, outre qu'ils ont fait 75 000 morts en France, hein, ça a été l'épisode le plus sportif et célébré comme tel par la grande presse américaine. On ne le sait pas, on a l'impression qu'il n'y a que l'Allemagne qui a été... c'est vrai que Paris n'a pas été détruit, alors que Berlin l'a été. Mais l'appareil industriel allemand a été intact. Tout le monde le reconnaissait, même dans les années 1950. Sauf quelques cas particuliers, très liés d'ailleurs aux intérêts américains en Allemagne occidentale. Mais l'essentiel, je dis bien des destructions, a été les destructions portuaires, les destructions d'infrastructures françaises. Et d'ailleurs, je raconte dans le livre comment les États-Unis, des représentants américains se promènent à travers la Normandie en plaisantant beaucoup parce que finalement, ils trouvent que les destructions sont vraiment au-delà de ce qu'ils imaginaient. Bon. Et il se trouve que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire de l'histoire économique et sociale. Et comme j'ai consacré ma thèse d'État à la reconstruction de la France, j'avais découvert, parce que j'ai fait ma thèse d'État dans les années, j'ai soutenu en 81, j'ai fait ma thèse d'État dans les années 70. Je savais bien comment la France s'était reconstruite. Elle s'était pas reconstruite avec des crédits américains. Elle s'était reconstruite par l'effort de sa classe ouvrière. Et en particulier, elle avait reconstitué sa production de charbon en 2 ans, là où il avait fallu 10 ans après la Première Guerre mondiale. 10 ans. Donc le thème du médecin se penchant sur le malade près de la mort et venant le sauver avec le plan Marshall des cadeaux américains est un argument de propagande, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est effectivement produit. Et ce que je montre dans le livre, ce sont les prolégomènes de cette situation, c'est-à-dire, en fait, comment le plan Marshall, qui est les historiens américains dits révisionnistes l'ont montré. Le plan Marshall, c'est au fond l'ultime phase de la victoire américaine, c'est-à-dire du moyen pour les États-Unis de conquérir l'Europe. Finalement, on arrive en 1947 à une situation où, au contraire de ce qu'on raconte, l'Europe est reconstruite. Et elle est reconstruite par les efforts des classes ouvrières, des travailleurs concernés, des travailleurs bon. Sachant que toute une partie de l'Europe occidentale, qui fait partie des 16 du plan Marshall, n'est pas affectée par la guerre. Les pays neutres ne sont pas du tout affectés par la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été parmi les 16 qui se trouvent aujourd'hui dans l'OTAN. On a fait, ça vous montre ce que c'est d'ailleurs que le succès de la propagande. On a fait en 1991, en France, un colloque international, puis vraiment international, sur le plan Marshall.
Il est là, hein, et je l'ai dans ma bibliothèque, c'est un gros livre. Et moi, j'avais 10 ans avant soutenu ma thèse d'État, dans laquelle j'avais montré que non seulement les États-Unis n'avaient pas favorisé la reconstruction de la France, mais à quel point ils l'avaient gênée. Bon, ce qui m'avait évidemment, j'allais dire, soustraite presque d'emblée de la communauté universitaire. C'était déjà très inconvenant. Et puis d'autres comme moi, d'ailleurs, avaient travaillé. En particulier, une collègue, dont le nom m'échappe là, qui doit être professeur aujourd'hui, qui avait fait une étude sur le charbon européen et qui s'était rendu compte que les importations de charbon américain avaient été funestes à l'Europe. Que ça avait fait fermer les mines, et que il avait fallu le plan Marshall et la suite pour obtenir de chacun de ces pays le maintien d'un courant d'importation de charbon américain qui était absolument funeste. Il y a aujourd'hui des parallèles saisissants. C'est exactement la même chose pour le gaz aujourd'hui, pour les le gaz, pour les poulets, pour les surplus agricoles, pour voilà. Bon. Donc les Américains arrivent à nous caser des produits qui sont invendables dans les conditions normales de concurrence. Tout en promouvant mon ouvrage montre. J'ai choisi quelques cas types parce que je ne pouvais pas faire défiler le bottin, il est déjà très gros. Mais je montre par exemple le cas du coton qui est invendable en 1945, absolument invendable. Il est hors de prix, il est de moindre qualité que certains autres cotons, il se heurte à la concurrence des textiles, à l'époque, des textiles artificiels. Ils vont relayer les textiles synthétiques et par conséquent, la situation du coton est en 1944-1945, je le dis bien, insurmontable. Il faut donc des mesures contraignantes qui ne sont adoptables, je dirais, que parce que les États-Unis occupent une position hégémonique dans l'Europe qu'ils contrôlent. Il faut donc trouver des conditions contraignantes, j'insiste bien sur le terme de contraignant, c'est-à-dire contractuellement qu'on ne peut pas fuir. Je trouve pas l'équivalent du mot du mot anglais inescapable, auquel on peut pas échapper. Et ces clauses contraignantes, c'est quoi? C'est Bretton Woods. C'est-à-dire un programme. Alors, je l'ai beaucoup plus travaillé d'ailleurs dans un gros article qui va paraître, qui est plus spécifiquement tourné vers le cas britannique. Là, j'ai étudié le cas britannique, j'ai évidemment surtout étudié le cas français. Eh bien, il se trouve que les clauses de Bretton Woods, essentiellement 2 clauses, hein. Les clauses de Bretton Woods, elles sont prêtes à la virgule près, parce que Bretton Woods, c'est une décision américaine, c'est pas une discussion anglo-américaine. C'est une discussion anglo-américaine dont les Anglais sortent étriés, hein, c'est-à-dire Keynes écrasé par le plan dit White, hein, le second du secrétaire au Trésor Morgenthau. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la priorité des priorités, qui est devenue, je dirais, une priorité taraudante avec la crise des années 30. Il s'agit de liquider le concurrent anglais. Or, le concurrent anglais, à la faveur de la crise, s'est protégé et a décidé de renoncer au libre-échange et de pratiquer la préférence impériale, c'est-à-dire de continuer tranquillement à développer les accords bilatéraux extrêmement avantageux. Ottawa. Voilà, c'est la conférence d'Ottawa de juillet-août 32 et la décision finale, dite de préférence impériale. On se ménage de manière plus exclusive une zone à nous,
entre eux, le Commonwealth, les colonies, l'Angleterre. Je ne vous dis pas que ce soit avantageux pour tout le monde, ça n'est pas du tout pour les colonies, mais ça assure à la Grande-Bretagne un répit dans la crise. Et d'ailleurs, la crise anglaise est beaucoup moins sévère que la crise allemande et la crise américaine, sachant d'ailleurs que les Anglais ont connu la catastrophe dans les années 20. Bon. Et sur cette base des années 30, les Anglais récupèrent un peu les jours roses, c'est-à-dire que leur effondrement des années 30 est moindre, sachant qu'il y a eu une très très forte déperdition dans les années 20. Leur commerce extérieur souffre beaucoup moins. Ils se détournent en partie du commerce extérieur américain. Et ça se termine en 1939 avec le tiers du commerce mondial et une zone sterling qui est encore solide entre la Grande-Bretagne, son empire au sens strict et au sens large du terme. Bref, l'Angleterre a un petit peu repris forme. Je ne parle pas de sa population, hein. Je parle des dirigeants de son économie. Et bien c'est ça qui va devenir impossible avec, je dirais d'ailleurs, une très forte responsabilité des pays européens et notamment des vainqueurs de la Première Guerre mondiale ou des vainqueurs apparents de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre, comme d'autres d'ailleurs, mais c'était les principaux bénéficiaires théoriques de la victoire de 1918. La France et l'Angleterre ont considéré, pour toute une série de raisons, économiques et politiques, qu'il était bon, ma foi, de faire comme si l'Allemagne n'allait pas redéclencher la guerre de revanche. Hein? Il savait parfaitement. J'ai consacré 2 livres à le montrer. Et puis, l'un des 2 est vraiment très gros. Il va d'ailleurs faire l'objet d'une réédition en poche. Ça s'appelle Le choix de la défaite. Donc, on a eu pendant cette période un triomphe de ce qu'on appelle l'apaisement. L'Angleterre et la France avaient avec l'Allemagne des relations commerciales et des relations financières tout à fait privilégiées, ne voulaient pas y renoncer, n'ont pas eu à y renoncer d'ailleurs, et ont à cet effet fait comme si l'Allemagne n'allait pas refaire de guerre, comme si elle avait accepté sa défaite, en sachant parfaitement que l'Allemagne n'avait pas accepté, mais avec les yeux de Chimène, pour un pays tout de même qui allait débarrasser le monde de l'expérience soviétique qui était vraiment très 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 contrariante. Et il faut le dire, j'y insiste, pas du tout exclusivement pour des raisons idéologiques, hein, parce que évidemment le bolchevisme c'est très fâcheux, mais parce que les pays concernés, vainqueurs et vaincus d'ailleurs, avaient beaucoup profité de la phase antérieure de la Russie et que l'expérience bolchevique leur avait largement supprimé les avantages acquis. Ils contrôlaient toute l'industrie moderne de la Russie. Bon, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et par conséquent, après avoir tenté dans les années 20 de faire disparaître les soviets de la Terre, comme ils n'y étaient pas parvenus, comptaient beaucoup sur l'Allemagne. Vous voyez, il y a une double dimension tout de même dans les bontés à l'égard de l'Allemagne. Mais c'est que ça a fait que la fourmi, quand la bise fut venue, s'est trouvée fort je dis une bêtise, la cigale s'est trouvée fort dépourvue quand la bise fut venue, c'est-à-dire quand l'Allemagne a quand même décidé de la faire, la guerre. Et l'Europe occidentale s'est trouvée confrontée à quelque chose d'encore plus difficile qu'avec la Première Guerre mondiale, où elle avait fait somme toute un peu la même chose. Hein. On avait essayé de s'arranger. L'Angleterre avait dit aux Allemands en 1912, si vous voulez, on vous donne toutes les colonies de nos rivaux
les Français, les Néerlandais, les Portugais, les Belges, tout pour vous. Et puis nous, on garde les nôtres. Ça n'avait pas marché. Ils ont fait la même chose avant 40. Sauf que, en Angleterre, il y a eu un blocage. C'est-à-dire qu'il y a une partie des impérialistes, dont Churchill était le porte-parole, qui ont dit non, là, non. On leur a laissé l'Europe, mais non. On leur laissera pas nos colonies. Et donc la Grande-Bretagne, ce qui est exalté aujourd'hui comme un héroïsme extraordinaire, évidemment, elle a décidé de rester dans le combat. Mais de moyens de combat, elle n'avait pas. Donc elle s'est mise, l'apaisement, l'a mise entièrement à la merci des États-Unis, sachant que l'entre-deux-guerres. Et Churchill mange son chapeau en 41. Absolument. Churchill mange son chapeau, qui est, je dirais, le symbole de l'impérialisme anglais. Churchill, une partie très importante de toutes ses affectations étatiques nombreuses depuis 1908, c'est la garde de l'Empire. Donc, comme vous dites, il mange son chapeau. Est-ce que vous pensez qu'avec le phénomène des BRICS actuellement, on revient plus vers des accords bilatéraux? Est-ce que la dollarisation de l'économie mondiale et finalement le globalisme comme perspective intellectuelle sont à l'agonie? C'est ce qui me frappe, c'est que après 80 ans de verrouillage, c'est Bretton Woods qui est en cause. Bretton Woods, qui, je vous le rappelle, alors j'ai oublié, je crois, de regarder, ou alors je l'ai pas noté, combien Bretton Woods faisait de pages d'archives dans le monde. Mais ces dernières années, on nous disait encore, vive un nouveau Bretton Woods. Bon, mais Bretton Woods, c'est la catastrophe caractérisée pour l'ensemble de ce qui n'est pas les États-Unis. Donc, tout le monde y va à reculons. Les premiers à y aller à reculons, c'est les Anglais. L'entrée en dépendance coloniale de l'ensemble de la planète. C'est-à-dire, dollar international. Mais, ça pose un problème, cette première mesure contraignante. Si on peut plus user de deux monnaies quand on est en échange, s'il faut toujours échanger du dollar pour faire du commerce international, on fait comment pour gagner des dollars quand on n'est pas un pays dollar? Eh ben, on peut pas. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont entourés d'un mur tarifaire. Qu'est-ce qui les intéresse? Avoir des matières premières à bas prix. Ça, pas de taxe là-dessus. Et les matières premières à bas prix, tout le monde l'a tout de suite aux oreilles ou à la tête. C'est quoi à l'époque? C'est essentiellement les colonies. Et qui les possède, ces colonies? Évidemment, pas les États-Unis, qui ne disposent que d'une partie. Bon. Hein? Ça veut dire que ces pays dépendants peuvent vendre les produits de leurs colonies, qui sont d'ailleurs des produits à bas prix, parce qu'ils sont vendeurs de matières premières. Et puis ce qui serait le mieux, c'est qu'ils ne contrôlent plus ces matières premières. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une des revendications, un des points de la charte de l'Atlantique, le fameux point selon lequel les populations qui ont été spoliées et forcées vont pouvoir s'exprimer librement, c'est-à-dire la libération des colonies. Ah, bah vous me direz tout de même, voilà quelque chose à l'acquis d'une nation anticolonialiste. Le problème est que la nation anticolonialiste elle-même dispose d'une arrière-cour qu'elle a conquise de haute lutte au prix très lourd pour les populations, de la conquête de la Californie à celle de l'ensemble de l'Amérique latine, hein, et l'arrière-cour, c'est au fond ce qui est promis au monde, l'arrière-cour. C'est-à-dire, nous, on veut vos matières premières à bas prix, quelle est la solution la plus avantageuse? Ben, c'est qu'il n'y ait plus de colonies. Donc, les États-Unis
passe pour puissance anticoloniale, méthodes qui n'ont jamais pratiquées, je dirais, à l'égard de ceux qui le colonisent. Mais voyez, ça fait des États-Unis un pays anticolonial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bretton Woods, ça signifie la mort des colonies. Ce qui a déjà été acté par les Britanniques avec l'acceptation officielle en février 1942 de ce qu'on appelle le pré-bail. Bon, c'est développé dans le livre, j'y renvoie. Donc ça c'est un premier point. Les États-Unis ne seront plus, auront la liberté totale de commerce, facilitée bien entendu par la liquidation des empires. De la charte de l'Atlantique à Bretton Woods, on est dans la même logique. Donc, monnaie internationale. Bien. Monnaie internationale, comment on fait tout? Alors, monnaie internationale pour payer évidemment aussi des produits américains en surplus. Mais comment on va faire pour les acheter? Se procurer des dollars, puisqu'on ne peut rien vendre, sauf les matières premières à bas prix de l'Empire. Ben, on va emprunter. C'est-à-dire que oui, parce qu'il y a aussi une interdiction d'exportation de produits similaires. Ah là c'est l'horreur, parce que ça se fait dès 41. Ça a d'ailleurs provoqué en Angleterre des débats épiques. Mais les débats épiques, c'est les guerres picrocolines. Hein. Les débats épiques en Angleterre ont toujours fini dans une tasse d'eau. Je dirais dans tous les parlements européens. C'est-à-dire que quand je dis débat épique, quand le Parlement britannique a été informé, mal d'ailleurs, de l'acceptation par Eden en septembre 41 de l'exportation, non pas de produits américains, mais de tout produit semblable à ceux importés des États-Unis. Comme la Grande-Bretagne importait tout et n'importe quoi, tout le commerce extérieur de la Grande-Bretagne était bloqué. Donc il y a eu des séances épiques aux communes, qui se sont terminées exactement comme la séance du prêt du 6 décembre 1945, hein, un ouragan qui s'est terminé en pipi de chat. C'est-à-dire que, oui, la Grande-Bretagne a accepté de voir ligoter son commerce extérieur. Et que les États-Unis ont conquis les zones britanniques pendant la guerre, par exemple. Alors, comment ils ont fait? Comme la Grande-Bretagne devait emprunter, il fallait, puisqu'elle n'avait pas, d'abord de 39 à 41, elle a pas le droit au prêt, parce qu'elle n'a pas remboursé toutes ses dettes de guerre de la première. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'elle paie en or. Il faut qu'elle cède ses parts dans toute une série de secteurs qui intéressent les États-Unis. Alors, le pompon du pompon, ça a été la vente de Courtauld, qui était un énorme un énorme groupe textile, avec la filiale américaine vendue, ça a été épouvantable. Bon. Alors tout ça, c'est 40-41. J'ai oublié d'ailleurs de parler des cessions de base. Alors vous savez ce que c'est qu'une cession de base? La Grande-Bretagne, si j'ose dire, avait le choix entre céder à vie ou céder à bail de 99 ans. Elle a quand même préféré céder à bail de 99 ans. Je signale que le bail va être à échéance en 2030, en 2039, bientôt. Hein. On va voir. Bon, donc les bases. Les premières bases sont cédées en 40-41. Les bases extérieures, pas seulement les bases aux États-Unis, en Angleterre, en Écosse. Dans l'Empire, ça commence. Bon. Et puis, comme on ne pourra pas rembourser les États-Unis en dollars, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter des dollars. Donc, se crée avec les pratiques de la guerre
conforté, confirmé, rendu obligatoire par Bretton Woods, se confirme ce qui va caractériser tout l'après-guerre, c'est-à-dire les emprunts. Et les emprunts à haut taux d'intérêt, jusqu'à 3%, ce qui est fort à l'époque. Mais les emprunts, ils sont liés. Et ils sont liés à quoi? Ils sont liés à l'achat de produits américains, qui sont tous concurrents des produits des pays européens. Et c'est comme ça que se met en place le dispositif qui a été verrouillé malgré ces crises, et dont la plus importante, on le sait, est la crise avouée du dollar sous Nixon, et à la 70-71, mais qui n'a pas empêché Bretton Woods continuait à être mise en œuvre, et l'exterritorialité totale du dollar de fonctionner, l'exterritorialité totale d'ailleurs pour les États-Unis, parce que toute loi américaine est de ce fait une loi mondiale. C'est d'ailleurs la clé des sanctions. Ici, avec des entreprises sanctionnées. Voilà. Donc, on a entre le... C'est une autre révélation de votre livre. Il n'y a pas eu d'aide américaine. Il n'y a jamais eu d'aide américaine. Il y a eu des prêts liés, il y a eu, aucune extraterritorialisation du droit non américain. Seulement il n'y a pas eu d'aide américaine, mais il y a eu une contribution américaine éminente à l'affaiblissement de l'Europe. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces circuits de financement des partis politiques d'après-guerre et du syndicalisme non communiste c'est extrêmement intéressant parce que on ne le sait pas non plus en général, mais c'est un phénomène qui a commencé en fait après la Première Guerre mondiale, mais qui a échoué. Comme ont échoué beaucoup des projets américains après la Première Guerre mondiale, puisque Wilson considérait qu'il allait emporter le morceau, mais il restait des dents aux pays européens et tout n'a pas été possible. Et je dirais que l'audace du syndicalisme américain, entièrement sous la coupe de l'État américain, avec l'American Federation of Labor, a fait beaucoup de tentatives qui ont avancé un peu, mais qui ont finalement échoué. Donc il faut le savoir, ça. L'AFL, ses efforts ne commencent pas du tout avec Irving Brown. Elle commence avec la gestion de Gompers, et en Europe. Alors, quand est-ce que ça se détermine? Ça se détermine avec les années 30. Dans les années 30, les États-Unis sauvent un certain nombre de dirigeants syndicaux et politiques de gauche, exclusivement anticommunistes. Il y a un absolu veto contre toute aide à des opposants communistes. Mais ça se fait avec un financement par un mécanisme étudié par un historien américain dont j'établis les droits, historien américain naturellement inconnu en France, qui a montré quels étaient les mécanismes de financement des partis de gauche anticommunistes à partir des années 30. Et c'est ce mécanisme-là qui s'opère via le truchement de l'American Federation of Labor, puis avec l'adhésion du CIO plus progressiste, mais très acquis à l'impérialisme américain. Pourquoi? Parce que, d'abord, il est très anticommuniste, tout ça va aider à se débarrasser des communistes dans le mouvement ouvrier, et puis c'est un syndicalisme qui adore l'impérialisme américain, parce que la puissance américaine à l'extérieur est un facteur de puissance et, explique-t-on aux travailleurs, une garantie que les travailleurs américains trouveront leur part. Donc, nous mangeons
la laine sur le dos des autres, mais ça n'est pas grave. Aujourd'hui encore, la FLCIO a ce genre Ah, mais tout à fait. de Alors, comportement. écoutez, je dois vous dire d'ailleurs que ça fait partie de mes indignations méthodologiques ou déontologiques. Et pour ce qui est des formations politiques, ou plus globalement de la politique européenne, vous signalez aussi que l'idée d'une fédération européenne, de la construction européenne même, a été soufflée par Washington. Ah ben, pour des Et, raisons très simples. Les États-Unis ont besoin d'un marché unique, je dirais partout. Un marché mondial. Un marché mondial, bon, dans le marché mondial, évidemment, l'aspect européen est une donnée fondamentale, puisque tout de même l'Europe, même affaiblie, c'est un morceau considérable de la production, des produits de la fabrication des produits finis, bon, et d'autres, et de services, etc. Donc, comment faire un marché européen? En unissant les pays de la zone occidentale immédiate, mais ça c'est quelque chose qui est observable pour chaque pays pendant la guerre. Il suffit de prendre les archives américaines publiées, hein, je rappelle, les Foreign Relations of the United States, qui sont disponibles en ligne. Et qu'est-ce que vous voyez? Que les protégés américains, de droite ou de gauche, importés aux États-Unis pendant la guerre, visitant les États-Unis pendant la guerre, et souvent d'ailleurs avant, ont été, je dirais, l'objet de la lutte pour fabriquer, comme dit le Kees van Paij, le néerlandais dont je vous ai parlé, ils ont été cajolés, financés pour devenir les porteurs de la classe dirigeante atlantique. Donc, ces gens sont venus aux États-Unis pendant la guerre, ou en Angleterre. Et puis, on leur a expliqué comment il fallait faire une fédération européenne, etc. Que l'Europe était, je dirais, très mal vue avant la guerre. Mais alors, inutile de vous dire qu'elle était particulièrement mal vue en Europe pendant la guerre. Pourquoi? Parce que quel était le champion de l'Europe pendant la guerre? L'Allemagne. C'est l'Allemagne qui voulait faire l'Europe. Elle aussi, elle voulait un marché européen global. Donc, au contraire de ce qu'on nous raconte, l'Europe n'était pas du tout euh, populaire, pas du tout. Elle était une sorte d'élément étranger à mi-chemin entre les exigences allemandes et les exigences américaines. Eh ben, imaginez quelle fraction de la population était favorable à ça en 44-45. En revanche, les élites dirigeantes qui s'étaient pliées au programme allemand d'Europe et qui s'étaient tout à fait adaptées à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les Français, c'est-à-dire, bon, les Allemands sont dans les choux, il va falloir se reconvertir. Et ça, dès 41. Ah, dès 41. Je vais vous dire même, ce que j'étudie dans l'ouvrage Les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne et l'alliance avec les États-Unis, en fait, les prémices en sont largement perceptibles à partir de l'été 40. Quand? Pourquoi été 40? Parce que les Européens, et notamment les Français, comprennent très bien que il va pas se passer du tout ce qu'elles ont espéré pendant les années 30. Ce qu'elles ont espéré pendant les années 30, ce qui les arrangeait bien, vu qu'il était absolument impossible d'avoir des relations avec les États-Unis insupportables sur le plan économique, elles en avaient quand même, hein, mais bon, voilà, elles étaient très montées. Ce qu'elles ont espéré, ce qu'elles ont cru à un moment, c'est que les États-Unis étaient prêts à laisser l'Europe à l'Allemagne.
les États-Unis mangeraient l'URSS. Bon, ça, personne n'y était arrivé, donc, quand même. Comme disaient les armateurs suédois en 1937 au moment de l'affaire Tukhachevski, oh, bah alors, si les Allemands veulent nous débarrasser des Soviets, y compris en barbotant l'Ukraine, on peut accepter, c'est le prix à payer. C'est les archives, hein, que j'ai exploité dans le choix de la défaite. Donc, ils se sont dit, ils en laisseront bien un bout pour les autres. Mais c'est que dès 1940, 41, s'est dessiné l'appétit américain, non n'excluant pas l'Europe et même intégrant l'Europe, ce qui voulait dire que c'était pas l'Allemagne qui l'aurait. Et à partir du moment, comme le montre très bien la lettre de Doyen dont je vous ai parlé, la lettre du 16 juillet 1941, qui est une lettre à Pétain, à partir du moment où il est clair que les Allemands vont perdre la guerre, parce que si la résistance effrayante des Soviétiques se prolonge 2 mois, ils sont déjà très mal. Si elle se prolonge 3 mois, ils sont vaincus. C'est quand même ce qui se dit à l'été 41. À partir de ce moment, tout le monde comprend que l'appétit américain n'est pas du tout limité au monde, moins l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les élites, évidemment, se rallient aux Américains. Elles deviennent aussi pro-américaines qu'elles ont été pro-allemandes, avec des transitions. Oui, mais alors, les élites françaises ont largement collaboré. Jusqu'en 44. Ils ont signé des accords qui sont, Bloom-Barnes, qui sont strictement insignables. Oui, ils le disaient d'ailleurs eux-mêmes. Quelle garantie ont-ils pu obtenir du gouvernement américain pour prix de leur trahison, en fait? Pour prix de leur trahison, quelle garantie? Je sais pas ce qu'ils de la trahison de l'intérêt national, je veux dire. Ah ben voilà, mais comme avait très très bien montré le haut fonctionnaire dont je vous ai parlé, qui n'est pas du tout un haut fonctionnaire subversif, pro-communiste, pas du tout, il est anticommuniste, il est gaulliste. Bon, ça lui fait évidemment un point commun, je dirais, avec les communistes, puisque ni les gaullistes, ni De Gaulle, ni les communistes n'aiment la tutelle américaine. Non, vous aimez bien De Gaulle, en fait? Oui, j'adore De Gaulle parce que De Gaulle est un personnage que je n'aime pas beaucoup, que je n'aime même pas du tout par beaucoup d'aspects. Mais De Gaulle, et Kees van Pijl l'a montré, De Gaulle est le seul homme politique occidental, le seul, hein, il n'y en a eu qu'un, qui, avec les faibles moyens, très faibles, dont il disposait, ils sont d'autant plus faibles que De Gaulle ne dispose d'aucune maîtrise sur le plan économique. Et il le sait. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui a joué un rôle d'autant plus méritoire qu'il a été le seul à être capable, même quand ça n'était pas suivi d'effet, de dire non. Et quelquefois, ça a été tout de même un peu suivi d'effet. Pourquoi De Gaulle nomme-t-il Monet un caniche américain, je dirais que commissaire au plan? Je dirais que parce que le plan est présenté comme une espèce de sucre d'orge qui séduit les Américains, personne n'y croit. Bon, mais voilà, c'est pour montrer que la France se reconstruit, ça les arrange tellement, les Américains, que la France se reconstruise. Alors, ce que montre cette, je dirais, cette concession gigantesque de la part de De Gaulle, ça signifie simplement que De Gaulle est impuissant sur le plan économique, absolument impuissant. Alors, une dernière question sur les accords Bloom-Barnes. Donc il est question, bien sûr, d'effacer le cinéma national, comme les Américains veulent effacer tous les cinémas nationaux. Oui, absolument. Dans leur zone d'influence. Est-ce que selon vous, il s'agit, à ce moment-là, hein, est-ce qu'il s'agit exclusivement de business, ou est-ce que déjà il y a une dimension de guerre cognitive qui est il y a présente? les deux. Il y a la guerre culturelle qu'on a évoquée, le cinéma en fait partie.
C'est-à-dire que c'est conçu déjà comme une guerre culturelle. Absolument. D'ailleurs, une des vedettes américaines de mon ouvrage, c'est le chef du cinéma américain, c'est-à-dire Eric Johnston, qui le dit explicitement. Hein. Il dit nous, c'est la conquête de la liberté, c'est le triomphe de la démocratie. Voilà, mais comme l'a montré un historien américain, Jarvis, c'est les achats suivent les images. Les États-Unis ont réalisé une partie de leur conquête commerciale via l'image, pas seulement après les accords Bloomberg ou tous les accords qui ont été conclus à partir de 1945, parce qu'il y a eu une masse. Tout le cinéma européen a été anéanti, presque anéanti. Comme disait Johnston, et puis alors, formidable, ces accords, on va même pas, on va pouvoir fourguer tous les nanars. C'est même extraordinaire ce texte. Il dit, ben, on va pouvoir évacuer tous les films amortis depuis je ne sais combien de temps. Mais ce qui est le plus intéressant, alors que ces accords sont une catastrophe, mais que, somme toute, on l'a su pendant longtemps. Et on l'a su à cause de l'extrême résistance du cinéma français, qui était il faut bien le dire, qui était un fief de la CGT, des unitaires de la CGT, qui s'est battu. C'est vraiment un secteur qui s'est battu comme un lion. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, l'accord sur le cinéma est presque un accord mineur des accords Bloomberg. Parce qu'il est monstrueux. Puis en plus, celui-là, on le connaît. On a le texte du 27 mai, redaté après du lendemain. On l'a. Vous le lisez, vous comprenez tout de suite. Donc les gens en parlent, mais ils ne l'ont pas lu. Bon, là, je leur ai donné un peu de lecture. Mais surtout, c'est ce que j'ai appelé le millefeuille. Ça m'a fait un chapitre 8 très long d'ailleurs, parce que il fallait bien m'exposer. Vous ne pouvez pas dire que c'est une catastrophe et ne pas la décrire. Donc j'avais obligation, et c'était compliqué, parce que je dirais que c'est un des accords les plus malhonnêtes que j'ai jamais vu dans ma vie de plus de 50 ans de recherche. C'est-à-dire que c'est un accord de règlement des dettes de guerre, pas du tout un accord d'amorce de reconstruction, c'est un accord de règlement des dettes de guerre, mise à la seule décision des États-Unis. C'est eux qui fixent le montant. Avec, comme vous dites, beaucoup de clauses secrètes. Voilà, et des clauses secrètes qui annulent ou qui modifient certaines des clauses officielles. Alors il y a ça, c'est-à-dire le gros du millefeuille, hein, l'accord de règlement des dettes de guerre. Ça c'est gros du millefeuille. Mais le gros du millefeuille, personne ne le connaît s'il n'est pas allé aux archives, parce que c'est bourré de clauses secrètes. Bon, alors, elles sont pas publiées. Et puis il y a tous les accords annexes, c'est-à-dire conclus à la même époque, l'accord aéronautique. Alors là, tout le monde comprend. Ben, je l'ai quand même un peu décrit, mais je veux dire, il est pas sorti des placards avant 1970. C'est vous dire ce qu'il y avait dedans. Bon, j'ai donné quelques clauses. Les accords sur les bases, ils sont secrets. Je vous signale d'ailleurs que je me suis fait dire, alors que j'ai eu une communication vraiment de beaucoup de documents, dont j'avais vu beaucoup à l'époque de ma thèse d'État, hein, c'est-à-dire dans la deuxième moitié des années 70. Et je me suis fait dire officiellement par les services des affaires étrangères que tous les accords militaires étaient secrets. Donc, entre ce qu'on connaît des accords Bloomberg, ce qu'on croit connaître, sans la plupart du temps l'avoir lu, parce que vous avez vu, je l'ai montré dans l'ouvrage, l'entreprise de valorisation des accords Bloomberg qui s'est déclenchée
depuis les années 1980. Je dois constater avec beaucoup d'intérêt que ça a correspondu au combat contre mes travaux sur la question. Hein. J'ai eu toute une série de collègues qui ont été manifestement mandatés pour combattre la thèse que les accords Bloomberg sur le cinéma étaient une catastrophe. J'ai une excellente étudiante qui a fait une maîtrise très honnête, très bien, infiniment meilleure que tous ces articles popularisés, et qui avait montré dans une maîtrise de 2001, et elle a bien sûr eu sa place dans l'ouvrage, qui avait montré que c'était une catastrophe que le milieu du cinéma avait reconnu comme telle et contre laquelle il avait lutté, mais lutté bien imparfaitement. Non pas parce qu'il n'avait pas fait le maximum, mais parce que entre la conjonction des élites françaises, les coups de boutoir des États-Unis et évidemment cette absence de résistance générale de la France du fait du comportement de ces élites, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont un peu limité la casse, mais ils n'ont pas supprimé la casse. Et on le voit très bien dans l'état actuel du cinéma français, tout de même, où le cinéma américain a établi sa prééminence. Ça ne fait aucun doute. Si je ne m'abuse, vient de protester un excellent metteur en scène dont le nom m'échappe. Ah oui, le metteur en scène, comment il s'appelle, Molique, je crois. Je me rappelle pas bien son nom, qui a fait La Nuit du 12. C'est un très remarquable film sur une énigme criminelle non résolue. C'est un chef-d'œuvre, hein, qui a eu tous les Césars en 2022, je crois, ou 2023, je sais plus. Et il vient de dire à quel point il était indigné par le fait qu'un extraordinaire documentaire sur l'accès à l'eau disposait de 5 salles ou de 6 salles, parce que l'essentiel était consacré au Napoléon vu par les yeux américains et disposant d'à peu près toutes les salles de l'Hexagone. Annie Lacroix-Riz, merci. Est-ce que vous allez nous proposer une suite quand même? Parce que l'énigme du plan Marshall est à moitié résolue. Oui, mais j'espère bien. Je souhaite vivement, je l'ai dit d'ailleurs à mon éditeur, je dirais que ça dépendra du succès remporté, de l'éventuel succès remporté par le premier. Il sera au rendez-vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.